Cabinet Fofana, direction le Niger. Le Niger, et bien évidemment, la CEDEAO donc, qui ordonne l'activation de la force en attente. Oui, la CEDEAO, en plus donc des sanctions qu'elle a, des mesures qu'elle a donc réitérées, notamment la libération de Bazoum et le retrait des putschistes de Tiani du pouvoir, elle a en plus donc demandé l'activation de sa force en attente. Il faut rappeler que cette force en attente existe depuis, disons, le début des années 2000. C'est à la suite donc elle hérite un peu de la force ECOMOG qui existait avant, qui est intervenue en Guinée-Bissau, en Gambie, mais aussi en Sierra Leone et au Libéria. Où moi j'étais. Hein. Exactement, pour juguler la rébellion à l'époque. Et il faut dire que c'est une force qui est tout comme les forces onusiennes ou d'autres entités. C'est pas comme si c'est une force qui était là et qui attendait, ou peut-être qui est constituée. Elle est activée en fonction donc des crises, mais aussi de la volonté des chefs d'État ou plutôt des pays à en apporter des soldats. On sait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dont le président était à ce sommet, a dit donc qu'un bataillon ivoirien compris entre 850 et 1100 hommes est constitué et qui va donc venir en appui de cette force en attente. Et vous avez aussi le Sénégal qui va aussi amener des forces, le Bénin, donc qui sont aujourd'hui les trois pays, plus le Nigeria qui va apporter le plus gros du contingent et qui, on sait, a une force active et qui est prête à intervenir. Donc cette force-là, elle est donc activée. Vous savez, avant ça, 3 jours ont permis aux chefs d'état-major généraux des armées de se retrouver et de réfléchir au plan. Il y a une résolution leur permettant d'intervenir au Nigeria. Donc c'est un peu dans la suite de ça. Vous voyez, je pense que ce soit l'évocation au début d'une possibilité d'intervenir militairement en Côte d'Ivoire ou encore la réunion de ces chefs d'état généraux des armées de la CEDEAO, mais aussi l'évocation de l'activation de la force en attente. Tout ça est un peu dans tout ça, je veux dire, se rapporte un peu au fait que l'on a envie de continuer comme le dit souvent Talibé, à brandir le chiffon rouge, quoi. Donc c'est pas comme si l'intervention se fera aujourd'hui et demain. Vous voyez, encore quand on insiste là-dessus, on donne la chance à la négociation. Mais cabinet, dans le même temps, puisqu'on parle de la chance à la négociation, 3 missions ont été refoulées, mais il y a un dispositif qui est quand même traditionnel à la CEDEAO. Oui. Qui est adossé, qui est même prévu, qu'on n'a jamais activé. C'est les sages de la CEDEAO, c'est la diplomatie préventive qui est déjà prévue par la CEDEAO. Il y a des membres qui sont déjà choisis pour cela. Il y a Goodluck Jonathan qui est membre, je crois que c'est 2 membres par pays. Adja Sarandaraba et je crois que l'ancien premier ministre de la Guinée. Pour la Guinée, il y a 2 autres personnes pour le Nigeria et d'autres pays. Donc ce dispositif-là, on l'a laissé de côté et on a improvisé. On a pris le sultan de Sokoto, l'ancien président du Nigeria. Puis après, il y a la mission tripartite CEDEAO, Union africaine, ONU. Pourquoi ne pas réactiver tout simplement ce dispositif traditionnel et institutionnel qui est au sein de la CEDEAO elle-même? Je pense que le fait déjà d'y envoyer le sultan de Sokoto, d'autres anciens chefs d'État pour aller tenir le discours de la diplomatie relève, quoi qu'on dise, de cette forme de diplomatie-là, de cette forme moins forte, ou plutôt ce soft power, vous voyez un peu. Je pense que ce soit le dispositif en prenant peut-être en convoquant les chefs d'État ou ceux qui constituent ce pool-là, ou la démarche. Pour le moment, il y a une démarche qui a été engagée pour juguler diplomatiquement la crise. Et pour le moment, on se rend bien compte que les autorités au Niger ne font pas d'efforts. Et je crois que d'ailleurs le reproche qu'on fait à la CEDEAO d'aller très vite
dans la prise des sanctions et d'évoquer tout de suite, et comment vais-je dire, la possibilité d'intervention, c'est à l'aune justement de ce qui se passe au Niger. Parce que non seulement le coup d'État est arrivé comme ça sur vraiment, on sait que souvent les coups d'État, ça ne s'explique pas du tout, mais encore une fois, au Niger, c'est encore plus dingue. Donc, voilà. Je pense que la CEDEAO, en évoquant tout de suite la possibilité d'intervenir, il n'y avait pas autre moyen de brandir ça. Donc, ça reste une menace. On va continuer à intimider et à négocier. Mais encore une fois, le fait d'ordonner l'activation de cette force-là, et déjà que les États ont commencé à déterminer leur contribution. Je disais que la Côte d'Ivoire va y envoyer entre 850 et 1100 hommes, un bataillon fort. Le Sénégal en enverra, le Bénin. Ça veut dire qu'on est en train d'aller, ça va être très sérieux. Alors, merci Cabinet. En tout cas, là, il m'a dit Condé LMC depuis les États-Unis semble assez opposé à votre point de vue. Diarra Guirassy, il a parlé des pays qui commencent déjà à se manifester. On sent que Alassane Ouattara est, si vous voulez, intraitable sur l'intervention, sur les mesures draconienne, drastique à prendre contre le Niger, parce que quand il a quitté le sommet hier, il a animé une conférence spéciale en Côte d'Ivoire pour donc manifester sa détermination à ce qu'on rétablisse Bazoum. Mais au-delà de ça, est-ce que vous pensez que d'une façon ou d'une autre, la CEDEAO perd la face et elle fait un peu du semblant? Même si Alassane Ouattara, pour ma part, n'est pas l'exemple incarné pour justement parler de cette situation. Ah bon, c'est pas l'exemple incarné? Oui, bien sûr. Il a fait un coup d'État. Non, pas un coup d'État. Oui, bien sûr. Non. Parce qu'il s'est offert calmement un troisième. Oui, bien sûr. Moi, j'appelle ça un coup d'État. On sait comment ça se passe. On sait comment ça. Il a marché sur les principes démocratiques. Je pense qu'il n'est pas l'exemple incarné pour parler de cette situation. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire alors que son candidat est décédé à l'époque? Mais après, il y avait d'autres candidats, bien sûr. Mais c'est son parti qui l'a choisi à la place de celui qui est décédé. Il aurait dû justement décliner cela. C'est cela, en fait, la moralité, la bonne moralité. Oui, la morale politique n'est pas une loi, malheureusement, Diarra. En tout cas, pour moi, il n'est pas un modèle. Il ne peut pas parler du coup d'État au Niger. Ça, il faut bien le comprendre. Mais en tout cas, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que la CEDEAO souhaiterait justement en tirer profit en essayant de mettre en alerte sa force d'interposition ou en essayant justement de mettre en application les menaces, puisque à l'allure où vont les choses, on serait tenté de dire que cette guerre sera finalement inévitable, puisque du côté de Niamey, la junte n'est pas du tout prête à céder. Donc de ce point de vue, je me dis exactement quelle est l'opportunité de faire intervenir cette force, puisque, il faut le dire, l'objectif ultime, c'est de rétablir le président supposé être démocratiquement élu, le président Bazoum. Il a été, alors si ça menace, moi je le dis comme ça, vous mettez en doute l'élection. On sait comment les élections se passent en Afrique. Donc, si le président, sa sécurité est menacée, en fait, dans la zone de la CEDEAO, il y a un risque de s'embraser. Et quand cela arrive, c'est des populations, tant pis pour les populations qui seront éprises de paix, de sécurité et de nourriture, de tout ce que vous savez comme conséquence. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas aller avec le cœur, il faut résoudre le problème de façon diplomatique, je le dis. Parce que quand cela va arriver, il y aura un embrasement total dans la sous-région et ce sont les populations qui vont en pâtir. Donc il faut voir ce côté-là, c'est très important. Parce que, écoutez, ce sont des militaires qui ont confisqué le pouvoir. Là, je ne suis pas en train de cautionner leur coup de force. Mais après, est-ce que vous envisagez la population dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre par rapport à Niamey? C'est cela la question. Dans le Sahel, il y a le terrorisme. Et tant qu'il y aura le terrorisme dans le Sahel, il y aura justement des coups d'État qui vont survenir. Et après, les gens vont justement trouver des motifs pour justifier cela. Alors, la question, c'est l'urgence, c'est quoi? Est-ce que c'est de combattre les terroristes ou bien c'est justement se battre pour faire rétablir dans les droits un seul individu
au détriment de la population dans la zone ouest africaine. C'est la question qu'il faille se poser. Voilà. Les questions pertinentes soulevées par Garay. Voilà donc la lecture de Garay Girassi sur ce sujet. En tout cas, Alassane Ouattara, quoi qu'on dise, on va inaugurer le prochain pont là en Côte d'Ivoire et nous y serons. En tout cas, moi j'y serai, Garay. Quoi qu'on dise de Ouattara, c'est un bosseur. Alors oui, l'enfant de Mamou. Il faut dire quand même que c'est un sommet qui a fait le plein. Parce que vous aviez 8 chefs d'État civils, 8 chefs d'État de la CEDEAO présents à ce sommet. Oui. Ensuite, 2 chefs d'État. On peut les citer certainement. 8 chefs d'État, le président du Bénin, le président de la Côte d'Ivoire, le président du Ghana, le président de la Guinée-Bissau, celui du Nigeria, celui du Sénégal, celui de la Sierra Leone et celui du Togo. Ensuite, vous aviez 2 chefs d'État hors CEDEAO. Le président du Burundi et le président de la Mauritanie, qui donc ont pris part à ce sommet. Donc, pour dire à quel point la situation au Niger donc préoccupe au-delà des frontières de l'espace CEDEAO. Et les résolutions qui sont prises, justement, il y a une sorte d'avertissement, on l'a dit dans l'introduction, qui est adressé à ceux des pays qui entraveraient les efforts de la CEDEAO. Le point F dit lancer un avertissement solennel aux États membres dont les actions directes ou indirectes ont pour effet d'entraîner le règlement pacifique de la crise au Niger. Donc, ça s'adresse sans doute d'abord au Mali et au Burkina qui menacent d'intervenir donc pour soutenir la junte, et peut-être accessoirement à la Guinée qui, elle, n'a pas envisagé une intervention, mais qui a agité l'idée d'une dislocation en cas d'intervention. Donc, ce message-là s'adresse à eux. Et pour ce qui est de l'intervention, c'est en 2 points que le communiqué final aborde l'intervention. Les chefs d'État donnent d'abord instruction au comité des chefs d'État-major de la défense afin qu'ils activent sans délai la force en attente de la CEDEAO avec tous ces éléments. Et deuxièmement, ordonne le déploiement des forces en attente. Donc il y a l'activation et le déploiement qui sont ordonnés pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Donc c'est dire à quel point c'est une étape importante parce qu'on apprend par exemple... Donc c'est pas un jeu, non, c'est pas des effets d'annonce. Ce n'est pas des effets d'annonce. On apprend que les forces en attente, c'est pas moins de 8000 hommes. De 8000 hommes. Parce qu'on a déjà un indicateur avec la Côte d'Ivoire qui prévoit d'envoyer de 850 à 1200 hommes. Donc on parle d'une brigade de plus de 8000 hommes que la CEDEAO compte parmi cette force en attente et donc qui devrait, si encore et encore les efforts diplomatiques n'aboutissent pas, devrait pouvoir intervenir. Et il y a le président en exercice de la Commission de l'Union africaine, parce que le communiqué final demande le soutien à la fois de l'Union africaine et de l'ONU par rapport à ces sanctions et à ces décisions prises lors du sommet. Et donc, le président de la Commission de l'Union africaine a fait un communiqué de soutien à la CEDEAO et ils disent qu'il exprime, Moussa Faki Mahamat, donc exprime son soutien ferme aux décisions de la CEDEAO sur le changement anticonstitutionnel au Niger. Il exprime ses vives préoccupations relativement à la détérioration des conditions de détention du président Mohamed Bazoum. Le communiqué des chefs d'État de la CEDEAO en a fait cas, la situation donc, de la santé de Mohamed Bazoum. Donc, autant de mesures et de dispositions. Ouais, un communiqué qu'on peut déjà voir ici et d'efforts de l'Union africaine. Donc de la part des chefs d'État de la CEDEAO. parce que évidemment, en parlant de ce communiqué, cabinet l'a évoqué hier, on a écouté un juriste qui disait que la base juridique de l'intervention de la CEDEAO était, si vous voulez, pas du tout solide, puisqu'elle devait être endossée par l'onction de l'Union africaine, mais aussi du Conseil de sécurité de l'Union des Nations Unies. Donc quand on voit ce communiqué, ça veut dire que déjà l'Union africaine s'aligne et soutient la décision, la position des chefs d'État de la CEDEAO. C'est ça? Absolument. Voilà. Et du côté de l'ONU, on sait déjà la position des États-Unis
justement sur le de l'Union européenne, la France, et peut-être que la réticence viendrait du côté de la Russie et de la Chine. Oui. Mamadou Baldé. Alors, je vais rebondir sur la question du fondement juridique. Alors, je rappelle quand même ce protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, parce que c'est au nom de la démocratie que la CEDEAO veut aller au Niger rétablir un président démocratiquement élu qu'on a destitué par les armes. Donc, ce protocole-là, additionné de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, déjà, je pense que pour moi, c'est un outil, en tout cas juridique, sur lequel on peut fonder la légitimité de cette intervention. Alors, ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, c'est justement ce principe de subsidiarité déjà qui commence à prendre effet avec ce soutien de l'Union africaine, soutien ferme, pour reprendre le terme. Sans équivoque. Utilisé. Et bien sûr, tout ça pourrait être endossé naturellement par les Nations Unies et les États-Unis. Et on peut également, à travers le recours de la force, parce que c'est de ça dont il est question aujourd'hui, le recours de la force est prévu également dans le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Donc c'est tout à fait légal et légitime. Et je pense qu'il suffit tout simplement d'une simple décision ou d'une sollicitation des instances africaines, c'est-à-dire la CEDEAO, l'Union africaine, pour saisir, les Nations Unies, pour que tout cela puisse être mis en branle. Alors, sur un autre aspect, sur les pays quand même qu'on a pu avertir, c'est-à-dire vous avez dit le pacte des putschistes, moi je dirais même l'axe du mal. Le pacte des putschistes. Oui, le pacte des putschistes, moi je dirais l'axe du mal, de l'autre côté face à l'axe de la démocratie. Bien. Donc aujourd'hui, il faut que ces pays-là, c'est vrai qu'on ne peut pas trop compter sur eux pour mobiliser, pour fournir dans cette force en attente, mais déjà il y a suffisamment de pays engagés, le Sénégal, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. C'est déjà bien. Je pense que ceux-ci peuvent fournir déjà des éléments opérationnels capables d'intervenir déjà, parce qu'il fallait y aller. Aujourd'hui, en même temps, on est en train d'alterner le diplomate et le soldat, comme je le disais. Il faut à la fois explorer les deux. Le diplomate y est, il continue à faire son travail de négociation, de médiation pour trouver une solution, une politique négociée. Mais est-ce qu'il faut aussi mettre à contribution les sages de la CEDEAO? Il y a un dispositif de la diplomatie préventive, je le disais tout à l'heure, les sages de la CEDEAO, on les connaît. Ils ont été désignés officiellement, Goodluck et tous les autres que j'ai signés, Yassar Daraba et tous les autres. Est-ce qu'il faut aussi les activer, les mettre à contribution dans cette phase de négociation? Absolument, on devrait même les mettre à contribution depuis longtemps. Bien. Mais si on ne l'a pas fait, je pense que c'est un dysfonctionnement. Bien. Et la CEDEAO et l'Union africaine prévoient justement cette médiation, cette diplomatie préventive, qui prône une résolution des conflits par la voie pacifique, par des mécanismes traditionnels et pacifiques. Ouais. Merci beaucoup Mamadou Baldé pour cette analyse. Bassekou, on a suivi ce conseil, je vais dire ce sommet hier. Donc pendant ce temps, la junte a mis son gouvernement de 21 membres, je crois. De 21 membres? Oui, 20 ministères avec un autre délégué. Donc ce qui reste maintenant, c'est la prestation de serment. Absolument. Et c'est l'ancien représentant de la BAD au Tchad, qui a été ministre de l'économie, je crois bien, des finances sous le président Tanza, qui est le premier ministre. Au sortir de ce sommet, moi, j'ai une observation principale. C'est que je trouve que la CEDEAO fait assez de bruit sans conscience. C'est mon point de vue. Pourquoi? Parce que en réalité, quand vous activez l'option... Sans action, vous voulez dire? Sans action concrète. Sans action concrète. Des annonces sans action. Oui, parce que... Et cela donne un avantage aux pushistes qui sont en train aujourd'hui de dérouler leur agenda. En tout cas, depuis le coup d'État qui a délogé Bazoum jusqu'à nos jours, il y a eu des nominations qui ont été faites au sein de l'armée. Ensuite... c'est un gouvernement qui a été composé. Et puis, aujourd'hui, les militaires pushistes sont en train de prévoir d'autres mécanismes aujourd'hui pour pouvoir contourner les sanctions qui ont été imposées. Moi, je le dis une fois, les voies diplomatiques, les options diplomatiques qui ont été posées jusque-là sur la table par la CEDEAO ont été repoussées par les pushistes qui ont délogé Bazoum. Donc,
qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que cette pression diplomatique, ces sanctions pourront toujours amener ces pushistes à céder le pouvoir? À long terme, j'y crois, parce que je crois qu'aujourd'hui, le Niger devrait effectuer un paiement de 12 milliards de francs CFA à ses créanciers, avec l'allure où la Banque mondiale, les institutions internationales ont cessé tout financement, en tout cas à l'égard du Niger. Il faut dire qu'ils ne pourront pas, et la dette publique extérieure du Niger est estimé à 8 milliards de dollars. C'est un pays qui dépend en grande partie de l'aide internationale financière. Bien. Et donc ces pays ont décidé aujourd'hui de geler donc ces fonds. Bien. Et en 3 mois, le pays doit honorer ses créances à hauteur de 110 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, dans le contexte là, eh bien, je pense que les poussiches ne courront pas. Donc moi, je crois beaucoup plutôt à ces options aujourd'hui qui vont asphyxier un peu les pushistes, et qui seront dans l'obligation, quoi qu'il en coûte, de rendre le pouvoir, parce qu'ils ne pourront pas honorer les engagements qu'ils ont pris. Encore une fois, la communauté internationale aussi, l'appui de la communauté internationale importante. On a vu le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken aussi, qui a aussi soutenu les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO, sans dire explicitement est-ce que les États-Unis vont apporter leur contribution dans le cadre de l'opérationnalisation de la force en attente qui va remettre Bazoum dans ses droits. On attend de voir tout ça. Ce sont des options qui sont sur la table. Mais encore une fois, le point qui fait qu'ils ne s'entendent pas, c'est le retour de Mohamed Bazoum au pouvoir, qui fait que les militaires en réalité ne veulent pas recevoir une délégation de la CEDEAO au Niger. Merci Bassekou pour cette analyse pertinente. Kabine Fofana, en 30 secondes pour terminer. Non, j'ai envie de dire 2 observations. Historiquement, les opinions publiques sont tout le temps rétives à l'idée de la guerre. Quand vous prenez l'Irak ou l'intervention française sous bien évidemment l'auspice de l'ONU en Libye, les opinions publiques n'aiment pas. Deuxième observation. Jamais une intervention militaire dans un pays se fait in extenso. C'est pas aussi rapide que ça. Il faut épuiser toutes les voies diplomatiques. Une fois que ces voies diplomatiques sont épuisées, viendront donc les interventions militaires. Donc, pour le moment, ce que fait la CEDEAO est tout à fait normal. Et l'attitude des États-Unis, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas se perdre de vue là-dessus. Quand Anthony Blinken dit qu'il faut privilégier les voies diplomatiques, je ne vois pas, c'est pas comme si tout de suite il dira oui, il faut intervenir aux États-Unis. Non, plutôt au Niger. Ça va petit à petit. Et aujourd'hui, ce qui se passe, je ne pense pas que quand la CEDEAO va être à mesure, elle reviendra, elle s'en résoudra qu'il faut intervenir. Je ne vois pas l'Union africaine, les États-Unis ou même l'Union européenne ne pas endosser. L'ONU, ça peut poser un problème. Parce que Conseil de sécurité, la Russie et la Chine s'en opposeront. Mais l'intervention ne pourra se faire aucun problème. Et en plus de ça, au Sénat, Monsieur le Président Tinibou peut bien se passer du veto du Sénat. Donc Talibé, ça veut dire que le quoi qu'il en coûte prendra le dessus. 2 communiqués qui viennent de tomber. Les États-Unis, à travers le secrétaire d'État, Anthony Blinken, les États-Unis soutiennent fermement la position de principe réitérée par les dirigeants des États membres de la CEDEAO, appelant aujourd'hui au rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger et à la libération immédiate du président Bazoum. Et ensuite, un communiqué du Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, qui dit, je lis la dernière phrase, la France affirme son plein soutien à l'ensemble des conclusions adoptées à l'occasion du sommet extraordinaire de chef d'État de la CEDEAO. Donc en fin de compte, on va se retrouver dans le chemin, quoi qu'il en coûte, Talibé, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive à Bazoum, puisque apparemment les pushistes le prennent en otage et disent qu'il pourrait quelque chose pourrait lui arriver si on tentait une offensive. Quoi qu'il en coûte, c'est les dégâts collatéraux. Est-ce que forcément le quoi qu'il en coûte prendra le dessus en fin de compte, pourvu qu'on rétablisse la démocratie? Bazoum devient un otage, une sorte de bouclier que la gente veut utiliser, mais à ses risques et périls. À ses risques et périls. Donc quoi qu'il en coûte, la force interviendra au dernier ressort de la décentralisation qui donc est enterrée à Conakry, à la mort annoncée
des élections comme mode d'évolution du pouvoir dans l'espace CEDEAO. Voilà, donc on est un peu dans une sorte de mélange inextricable qui donc fait naître une sorte de désespoir dans l'ensemble pour ces populations de l'espace CEDEAO. Le temps pour nous justement de parler d'évaluation du gouvernement guinéen. Et avec notre invité du jour, Alseni Gali Manguessouma, après une petite virgule, le temps pour nous de nous désaltérer.